Nous sommes le 4 septembre et aujourd'hui cette parcelle va être débâchée et ça va me permettre d'illustrer certains des propos que j'ai eus sur cette chaîne plusieurs fois. Ça va intéresser les personnes qui justement s'intéressent au travail avec les bâches et ça va aussi me permettre d'illustrer une réponse que je fais souvent quand on me demande pourquoi est-ce que je ne travaille pas en paillage intégral, la culture sur foin, etc. Donc là je vais débâcher et en fait vous allez tout de suite comprendre pourquoi je ne travaille pas et je ne peux pas ici travailler en paillage intégral. Et avant de débâcher, déjà, je peux vous donner une petite indication de pourquoi je ne travaille pas en paillage intégral. Là, j'ai retiré les pois. Donc les pois, ce sont ce qu'on appelle des silos-sacs. C'est ce que les agriculteurs utilisent pour leurs silos d'ensilage. Donc c'est en fait fait pour tenir ce type de bâche. Et là, par exemple, j'en ai retiré un. Et qu'est-ce qu'on aperçoit là? Ce truc-là. Alors ce truc-là, vous savez peut-être ce que c'est, ça s'appelle une galerie de campagnols. Et on voit que la galerie de campagnols, elle vient depuis la bâche. Là, le campagnol, il est arrivé là, il a été un petit peu plus loin. On a, pareil ici, on a des campagnols qui se sont un petit peu aventurés dans la parcelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que ce n'était plus bâché. Et donc, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. Et ils sont retournés, en gros, sous la bâche. La parcelle est débâchée, alors on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, là vous comprenez pourquoi je ne fais pas de culture paillée à l'année en permanence. La culture permanente sur paillage, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est blindé de campagnols et de passages de campagnols et de galeries de campagnols. Ça par exemple, ici, c'est une galerie de campagnols. Et les campagnols, ils sont malins quand ils ont du paillage. Ils ne creusent même plus, ils passent sur la terre et sous la bâche. Tous les traits là que vous voyez, ce sont des galeries. Ici, on a des trous un peu partout. On a, surtout sur ce côté-là, on le voit bien, des galeries absolument partout. Et on a même ici des campagnols qui se sont amusés à ramener de la nourriture, ici des haricots, puisque les haricots étaient juste là. Donc les campagnols ramenaient des haricots là par leur galerie et voilà, ils s'étaient aménagés ici, on voit avec des feuilles, un petit nid certainement, quelque chose, et on voit énormément de haricots là, ici par exemple. Ici on a même un rongeur, alors je ne sais pas si ce sont les campagnols ou les mulots du coup, mais là ici on a des fruits, donc ce sont des fruits d'aubépine qui ont été ramenés par un individu sous la bâche. Et regardez, tous les traits là que vous voyez, ce sont des galeries de campagnols en surface. C'est que ça. Ces images-là me permettront d'illustrer en fait, une bonne fois pour toutes, aux personnes qui me disent ouais le paillage, machin, il faut penser au paillage. Non, en fait, dans un environnement comme le nôtre, donc un environnement de prairies, de talus, etc., le bocage, c'est blindé de campagnols. Dans une terre qui est plutôt limoneuse, eh bien c'est blindé de campagnols parce que c'est facile pour eux de s'y aventurer. Je ne peux pas travailler sur paillage intégral et je limite mes paillages au strict minimum, c'est-à-dire la bâche pour les courges, le paillage des tomates et le paillage également des courges dans le petit jardin, donc les courgettes, les concombres, etc. Et toujours j'ai un œil en fait en limite des bâches. J'ai toujours un œil, là on voit par exemple un trou de campagnol. Je m'assure toujours pendant l'année, pendant que je fais mes cultures, puisque là on peut avoir des patates par exemple à côté de la bâche, etc. Je m'assure qu'ils ne sortent pas de la bâche, sinon je les piège. Et le fait de passer un outil régulièrement là, le long de la bâche, avec des cultures sarclées, ça fait que les campagnols, au bout d'un moment, ils comprennent qu'il ne faut pas venir dans la culture sarclée, en gros. Exactement comme ça s'est passé ici. Les campagnols ne sont pas allés beaucoup plus loin que le bord de bâche. Voilà, donc là c'était la démonstration par A plus B qu'il y a des endroits, des environnements où on ne peut pas faire de la culture paillée à l'année. Par contre, si vous êtes par exemple en ville, dans un jardin, avec plein de maisons autour de chez vous, en général, ce sont des endroits qui sont tellement urbanisés, on n'a plus de campagnols dans ces endroits-là, et vous pouvez faire du jardinage sur paillage. Voilà, et c'est pourquoi sur Internet, on a beaucoup de personnes avec des petits jardins, ceinturés au milieu des villes, pour qui ça se passe très bien. Donc continuez, c'est très bien, mais comprenez que quand on est dans un environnement champêtre, on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Quand bien même on a des
des rapaces, hein. Ici même sur la cheminée, on a tous les soirs un faucon cresserelle maintenant qui se perche en fait. C'est nouveau depuis cette année, c'est très bien. On a des chouettes, voilà, on a tout un tas d'oiseaux de proie qui s'attaquent aux campagnols. En plus, on a ce petit animal-là, on l'a en double exemplaire sur la ferme. Celui-là, là-bas. Donc ça aussi, ça s'attaque aux campagnols. D'ailleurs, ce soir, il va certainement se faire un plaisir de monter la garde ici. Mais malgré ça, voilà, dès que vous couvrez le sol, vous donnez le gîte, et sous une bâche, eh bien, le chat, la chouette, le faucon, etc., l'épervier, ne peut pas attraper ces campagnols qui profitent pour vivre, faire leur vie, faire leur garde-manger, se reproduire. Donc voilà, je ne pouvais pas faire mieux en termes d'explication, la preuve par l'image. Ceci étant dit, maintenant on va regarder un petit peu voilà, ce qu'on obtient après un bâchage. Donc là c'est un bâchage qui était en place depuis environ le milieu du printemps. Alors ce qu'on voit c'est que tout le couvert herbacé qui était exactement le même qu'ici, hein, donc bon, on va dire c'est de l'herbe hein, avec un mélange de graminées, on a un peu de trèfle, on a même des orties, enfin, on avait tout un tas de trucs. Globalement tout est crevé. Ces touffes-là, en fait, elles ne reprendront pas. Hein. Cette touffe-là, par exemple, elle est complètement sèche. Les racines sont sèches. Voilà, si elle était vivante, je n'aurais pas pu l'arracher aussi facilement. Ça, c'est mort. Hein. C'est de la matière organique morte. Donc, globalement, tout est mort, sauf, vous allez voir ici, les rumex, qu'on appelle dans la région aussi des parelles, qui vont reprendre vie. Mais c'est bien parce que ceux-là, dans une semaine, ils vont être verts. Et je les repérerai immédiatement, hein, puisque dans une semaine, on n'aura toujours rien à part les rumex. Donc je viendrai avec une fourche à bêche ou un arrache-rumex et je les sortirai. Et une fois que j'aurai enlevé mes rumex, en fait, ma parcelle, elle est sans mauvaise herbe, hein, en tout cas sans vivace. Voilà. Par contre, là, vous avez de la graine. Hein, il y a de la graine dans le sol. Donc à partir du moment où je vais commencer à travailler le sol, ça va fleurir. Mais les vivaces, elles, ce qui pose le plus de problèmes en agriculture, voilà, elles seront complètement disparues. Alors je précise une chose quand même, c'est que lorsque j'ai bâché au printemps, on avait déjà eu un printemps très sec. Et voilà, j'ai attendu qu'on ait de la pluie, etc. Et puis elle n'est jamais venue. Donc j'avais quand même bâché, pris la décision de bâcher, mais j'ai bâché un terrain qui était plutôt sec à ce moment-là. Ce qui fait qu'on n'avait pas beaucoup d'eau dans le sol. Et du coup, la bâche n'a pas retenu beaucoup d'eau dans le sol pendant tout ce temps. Et le mieux, hein, moi je vous invite plutôt à toujours bâcher un terrain après des bonnes pluies, des bonnes averses, tout de suite derrière, vous bâchez et comme ça vous conservez l'humidité dans le sol. Et je pense que j'aurais eu un sol un petit peu moins sec. Hein, bon, on le voit ici à la terre des taupinières. On a une partie de la terre qui est quand même sèche. Pareil, la matière organique, si on avait eu plus d'eau, on aurait eu plus de vie et on aurait eu une meilleure décomposition, je pense, de la matière organique. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'erreur entre guillemets, mais à un moment donné il fallait bâcher, hein, puisqu'on n'avait vraiment pas de pluie au printemps. Et puis après on n'a pas vraiment eu beaucoup de pluie, donc au final la décision était quand même bonne. Mais voilà, si vous avez le choix, toujours bâcher un terrain bien humide. Alors si j'utilise ici la bâche pour défricher une nouvelle parcelle, c'est parce que je vais travailler ici à la main. Moi je travaille toujours à la main mes premiers jardins. Alors c'est du travail, mais en fait ça me permet de bien comprendre mon sol déjà. Et au fur et à mesure que je le décompacte, je vais vous montrer comment je fais, eh bien je peux retirer les cailloux, retirer éventuellement des saloperies, parce que quand vous avez un jardin comme ça à côté de bâtiments dont certains datent de 1600 et quelques, vous avez tout un tas de saloperies que vous déterrez régulièrement, donc ça me permet d'avoir ça, etc. Parce que si je travaille tout de suite avec, par exemple, le rotavator, dont je vous avais déjà parlé, là je vous le montre, donc ça se met derrière le tracteur. Si je travaille tout de suite avec cet engin-là, ce terrain-là, en fait, je vais avoir de la casse. Ça ne va pas le faire, hein. Surtout que ça, c'est du matériel léger, c'est pas du matériel pour agriculteurs pro, et c'est entraîné par un tracteur de 45 chevaux. Donc ça ne marche pas, hein. Ça saute, ça bourre, et en plus, si j'ai une grosse pierre là, potentiellement je peux avoir une grosse pierre, voilà, je vais vraiment avoir de la casse. Donc moi toujours je démarre à la main. On peut faire ça à la charrue, hein. À la charrue on a moins de risque de casse,
Mais voilà, pour charruer ce petit carré là, sans aller m'écraser le reste du jardin qui est déjà en place, etc. Voilà, j'ai pas envie de travailler à la charrue. De toute façon, moi, je n'ai pas de charrue. Mais ce sont des choses qu'on peut faire, hein. On peut ne pas s'embêter quand on défriche un grand terrain, par exemple. Si dès la première année, vous voulez avoir un terrain comme ça, vous emmerdez pas à bâcher, hein. Vous appelez votre voisin agriculteur ou votre voisin qui a une charrue et il vous charrue le terrain. Et c'est surtout les soins que vous apporterez après à vos terrains qui sont importants. Il ne faut pas avoir peur de labourer, hein. Un labour pour mettre en place un jardin, c'est pas grave. C'est comment vous allez ensuite l'amender, le travailler, etc. Vos rotations, c'est ça qui est important. Mais voilà, moi je travaille plutôt petit à petit. Et comme ça, je m'imprègne aussi du terrain, voir les endroits où on a plus de cailloux, où la terre est plus sombre, etc. Et ça me permet derrière de mieux comprendre mes jardins. Forcément, hein, quand on travaille à la houe, nos yeux se posent sur chaque centimètre carré en fait, de nos jardins. Donc ça permet de comprendre beaucoup de choses. Je vous invite quand même à le faire un petit peu, ça, de défricher au moins une partie de vos jardins à la houe. Et on va regarder là un petit peu comment je vais m'y prendre. Alors dans un premier temps, je viendrai travailler à la houe. Donc ça, c'est tout l'avantage d'avoir fait crever le couvert herbacé, c'est que en fait ça se travaille très facilement. Là par exemple, si je travaille à une main, alors c'est pas comme ça qu'on travaille, mais c'est juste pour vous montrer ce que fait l'outil. L'outil, il revient et il ressort tout seul. Il frappe le sol, il revient et il ressort tout seul. Si je fais ça dans de l'herbe, donc si je n'avais pas bâché, l'outil, il ne revient pas tout seul du tout, hein. Il accroche, hein, il accroche dans les racines, etc. C'est beaucoup plus d'énergie physique. Donc là, si je fais exactement le même mouvement, en gros, ça accroche. Alors ça marche, hein, mais ça accroche parce que on a des systèmes racinaires. Et en plus, il faudra le faire plusieurs fois parce que travailler comme ça une prairie à la houe, le couvert herbacé, la moitié des plantes vont reprendre racine. Donc il faudra repasser au moins 3 fois et espérer aussi avoir un petit peu de vent séchant pour faire crever l'herbe. Si vous défrichez sur une période où il pleut tout le temps, en fait, ça ne sèche jamais. Et voilà, c'est très compliqué à transformer une prairie en jardin à ces périodes-là. Donc là, l'avantage, c'est que tout le couvert herbacé est crevé. Et du coup, moi, voilà, ça se fait très bien. Ouais, encore une fois, le dos droit. Donc ça va être ce que je vais faire en premier. Et de temps en temps, je vais tomber sur un caillou et puis je profiterai toujours pour l'enlever. Alors là, on a de la chance, on n'en a pas. Voilà, potentiellement de temps en temps, parce que quand vous travaillez à la houe, forcément, vous faites de temps en temps des mini-pauses, des micro-pauses, et puis pendant la micro-pause, vous rattrapez votre caillou là, et puis vous avez toujours un seau derrière vous, et puis vous prenez le caillou, vous l'enlevez. Alors je vais vous montrer ce qui vient après. Donc d'abord un coup de houe. Je précise aussi un truc, c'est que je vais attendre quand même quelques pluies. Là, le sol il est quand même un petit peu dur parce qu'il est un petit peu sec. Voilà, on va espérer avoir quelques averses et le travail sera beaucoup plus facile ensuite. Alors après la houe, il faut décompacter en profondeur. Donc là, on travaillera à la grelinette. Donc encore une fois, lorsqu'il aura plu, ce sera un peu plus facile. Et on décompacte. Voilà. On décompacte. Voilà. Et après la grelinette vient le cultivateur. Donc là, on vient briser les mottes. Donc tout ça, ça se fait sur plusieurs jours. Et le fait qu'on ait aussi la météo, la pluie, le sec, le soleil, etc. Tout ce que je vous montre là est facilité, hein. Les mottes, j'interviendrai au moment où elles se brisent facilement. Là, c'était juste pour illustrer. Mais vous voyez, ça se fait quand même très bien. Donc ça, c'est une terre plutôt limoneuse, hein. Dans une terre argileuse, vous ne pourrez pas forcément faire ça. Le bâchage sur terre vraiment argileuse, c'est pas que je la déconseille, vous essayez, mais ne vous attendez pas forcément à pouvoir faire ce que je vous montre là. Et donc là, je peux encore affiner un petit peu, je peux passer un coup de rouleau là pour briser les mottes. Hein, moi, ma terre, il suffit d'appuyer dessus pour casser les mottes. Voilà. Et en gros là, j'ai une terre qui est cultivable.
je peux mettre par exemple cet automne un engrais vert et puis bah, ça ira très bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le démarrage d'un jardin dans mes conditions, hein. Encore une fois, terre plutôt limoneuse, ouest de la France, hein, parce qu'il faut aussi savoir que nous, le sol, il continue à travailler quasiment tout l'hiver, hein. On a très peu de périodes très froides. Et donc, si je mets même, par exemple, là, soit je mets un engrais vert, et ça va pousser en fait, tout l'automne, et même une partie de l'hiver, soit je peux mettre un petit coup de fumier, et je peux même rebâcher, et en fait, vous allez avoir la vie qui va tout l'hiver travailler sous la bâche. Les campagnols vont revenir, hein, mais c'est pas bien grave, ils vont continuer à bien ameublir le sol. Et au printemps, tout ça aura été mélangé. Et là, j'ai plus qu'à semer mon maïs, planter des patates, etc. Voilà, ça c'est un petit peu l'itinéraire technique que je fais ici et qui fonctionne très bien. Et ce bâchage avec le fumier en dessous, ça permet d'éviter justement le lessivage, hein, puisque les agriculteurs, leur tas de fumier, s'ils veulent éviter qu'il se lessive, ils le bâchent. Et le fait de venir ici déposer un peu de fumier, de le bâcher, eh bien, ça évite le lessivage à cause des pluies d'automne et d'hiver. Et sous la bâche, en fait, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Surtout qu'à l'inverse, cet été, c'était un petit peu pénalisant d'avoir une bâche noire. Mais l'hiver, en fait, c'est bien parce que ça chauffe le sol. Et en dessous, ça travaille, ça décompose, ça mélange sur les premiers centimètres de terre, etc. Et au printemps, vous avez une très belle terre pour semer, planter. Voilà, vous mettez juste un petit coup de cultivateur, vous semez, vous plantez, et la saison est partie, quoi. Alors si vous faites un bâchage d'automne-hiver dans une région comme ici, vous avez aussi les vers de terre qui travaillent. Là, du coup, on n'a pas vraiment eu de vers de terre, hein, avec la chaleur qu'il a fait en plein été, le sol qui devient sec, les vers de terre ils sont allés en profondeur. Alors on voit quand même des turicules par-ci, par-là, hein, qui ont dû dater du printemps. Tous ces petits trucs-là, ce sont des turicules. Mais globalement, là, les vers de terre sont partis en profondeur, ils reviendront à l'automne. Et le bâchage d'automne-hiver, vraiment, il permet aussi d'avoir le travail des vers de terre. Donc ça peut être intéressant aussi de bâcher à un autre moment de l'année. Moi j'ai bâché là, c'est ce printemps, c'était aussi parce que j'avais cette parcelle là que je ne voulais pas entretenir en fait, hein. Le fait de poser une bâche c'est bien pratique. Là j'avais 14 mètres sur 14 mètres, j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit de l'année, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais vous pouvez faire ce bâchage aussi à l'automne, hiver, débâcher au printemps. Voilà, on a différentes solutions en fonction des régions, en fonction des sols. À vous de juger, hein, comment se comporte votre sol quand vous laissez un morceau de bâche par terre. C'est facile à voir. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous ferai dans quelques semaines ou quelques jours, je ne sais pas, un petit suivi de culture là par rapport à l'engrais vert. Ici, on a encore de l'engrais vert qui a été mis en place, qui va pousser. On a les charpeaux au fond là-bas. Le maïs n'est pas encore bon à ramasser. Et puis, comme d'habitude, on a des courges partout. Les tomates qui n'ont pas eu le mildiou. Mais tout ceci est une autre histoire et je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Donc je vous dis à la prochaine.